Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la sortie du rapport de benchmark sur réalité virtuelle et RH. On a un programme un petit peu chargé, donc on va commencer par parler un petit peu de cette fameuse VR, du rapport bien sûr, puis après on aura une table ronde qui nous permettra de comprendre un petit peu mieux tous les enjeux liés à la réalité virtuelle dans les ressources humaines. Bon, tout d'abord, quand on parle de réalité virtuelle, le terme n'est pas forcément évident pour tout le monde. Ça, c'est une des premières choses dont on s'est rendu compte dans le rapport. Donc, pour beaucoup, réalité virtuelle, c'est ça. C'est le fait d'avoir un casque de réalité virtuelle. Mais en fait, quand on regarde d'un peu plus loin, c'est vrai quand c'est immersif, mais la réalité virtuelle peut aussi se passer devant un ordinateur. On n'est pas forcément toujours dedans. Et il existe des usages aujourd'hui, notamment dans les RH, qui sont extrêmement riches, où on n'a pas forcément besoin d'avoir un casque sur la tête. Donc, dans ce fameux rapport, on a commencé par étudier près de 450 plateformes. 450 plateformes de réalité virtuelle, immersive ou non immersive, donc avec casque ou sans casque. Et on a essayé de regarder lesquelles pouvaient être intéressantes pour les usages RH. Donc les usages RH, ça veut tout et rien dire. Donc on a essayé de limiter, de segmenter au maximum le sujet pour avoir marque employeur, recrutement, formation et collaboration qu'on appelle aussi workplace en anglais parce que, bon, parfois, il faut quand même le dire, les termes anglo-saxons sont un peu plus évocateurs. Peut-être pour les anglo-saxons. Quoi qu'il en soit, dans ce rapport, on a donc regardé ces différents segments en cherchant à chaque fois à voir si parmi ces plateformes, il y en a qui pourraient être pertinentes pour un ou plusieurs de ces usages. Au total, sur les 443 plateformes exactement, on en a identifié 75 qui pourraient potentiellement avoir un intérêt pour les RH, mais 30 avec un intérêt direct à court terme. Et donc on s'est vraiment concentré sur ces 30 plateformes-là, passé des heures en immersion dedans, avec le tournis que ça génère quand on passe un peu trop de temps dans la réalité virtuelle. Stéphanie pourra vous en parler. Et en fait, on a pu déterminer avec au total près d'une quarantaine de critères différents les pertinences de chacune de ces plateformes pour les usages RH. Donc c'est un rapport qui fait plus de 195 pages. Donc rassurez-vous, vous aurez le temps de le lire. Et également, on s'assurera, Tomorrow Theory et nos partenaires, de pouvoir vous mâcher l'information au cours des semaines et mois qui viennent. Parce que oui, un rapport comme ça ne se fait pas tout seul. Et donc on a la chance d'être accompagné par plusieurs partenaires pour pouvoir le réaliser. Tout d'abord, sur le sujet de la coproduction, on a pu travailler avec l'agence Gometa, qui est une agence spécialisée dans l'immersion. Et donc qui permet aux entreprises de découvrir le sujet de la réalité virtuelle avec des expériences immersives. Mais on a aussi des acteurs de premier plan en RH, comme par exemple Page Group, qui a accepté d'être partenaire du rapport pour pouvoir aussi apporter sa contribution sur l'enjeu de l'évolution du recrutement, notamment sous le prisme de la réalité virtuelle. On a également HultEF, du groupe EF, qui est aujourd'hui l'un des leaders de la formation dans le monde, avec une approche intéressante sur les sujets de comment est-ce que la formation demain pourrait se projeter dans la réalité virtuelle, ce qui touche à l'ingénierie pédagogique, ce qui touche à énormément de sujets sur comment est-ce qu'on repense la formation finalement, est-ce que c'est la même chose ou non. Et puis derrière, on a le cabinet Topics, qui est cabinet expert en conseil RH, monté par d'anciens grands patrons de la RH française, avec qui on va pouvoir avoir une expertise assez poussée sur justement ces fameux usages RH au-delà de la technologie. Donc dans ce rapport, on a également pris le temps et pris le soin d'aller un petit peu au-delà du simple benchmark. Donc le benchmark, ce côté classement, où on met des croix dans des tableaux pour dire cette plateforme fait ci, cette plateforme fait ça. On a aussi voulu aller plus loin et on a construit des dossiers. Donc dans ces dossiers, on a par exemple le sujet de l'impact social et environnemental de la réalité virtuelle, ou plus largement de ce qu'on appelle le métavers. Parce que vous le verrez aussi, le sujet du métavers fait parler. Depuis plus d'un an, en fait, tout ce qui est de la réalité virtuelle, c'est du métavers. Dans le rapport, on prend le temps d'expliquer justement ce qui est du métavers, ce qui n'en est pas. On prend le temps d'expliquer qu'il ne faut pas trop s'attarder sur les termes. Ça ne sert à rien d'être puriste pour être puriste. Qu'en revanche, il faut aussi faire attention au marketing. Parce que le marketing du métavers est très très avancé par rapport au métavers. Donc quand on regarde Gartner, qui aujourd'hui est une référence sur le sujet des tendances technologiques, Gartner nous dit que le métavers à proprement parler,
avec toutes les briques technologiques qu'il implique, sera prêt dans 10 à 12 ans seulement. Donc en attendant, on a des débuts de métavers, on a des plateformes, on a des univers, peu importe. On a des plateformes qui sont capables de faire des choses. Et c'est ça qu'il faut regarder surtout, plus que le nom. C'est aller regarder les usages et sur le sujet de la responsabilité sociale et environnementale, pousser en tant qu'acteur aussi ces plateformes à fournir des informations. Parce que ce dont on s'est rendu compte pendant le benchmark, c'est que sur toutes les plateformes qu'on a pu étudier, très peu fournissent des informations sur leur RSE. Soit parce qu'elles n'arrivent pas à le mesurer, soit parce que ça ne fait pas encore partie de leurs priorités. Et je pense que si on veut que le sujet avance dans le bon sens, ce sera aussi à nous, qui favoriserons l'adoption, de pousser pour que ces critères-là soient pris en compte. Au-delà, bien sûr, des fonctionnalités, de l'ergonomie, de tout ce qu'on veut. Donc des dossiers qui vont permettre aussi d'aller un petit peu plus loin que le benchmark, parce qu'au-delà des critères, il faut regarder le sujet aussi au regard des grands enjeux d'aujourd'hui. Donc des grands enjeux RH aussi, puisqu'on le voit sur le sujet de l'attraction, de la fidélisation, même de l'engagement. On a des gros enjeux aujourd'hui en RH et dans les organisations pour pouvoir attirer les bonnes personnes, pour pouvoir développer les bonnes compétences et pour pouvoir retenir ou fidéliser au moins les gens le plus longtemps possible. Donc c'est un peu de tout ça qu'on va pouvoir parler aujourd'hui. On est très content d'avoir pu enfin terminer ce rapport. Donc Tomorrow Theory aujourd'hui c'est un studio d'innovation RH. Autrement dit, on accompagne les organisations dans leurs innovations en matière de ressources humaines et d'organisation. Donc s'il s'agit de repenser des processus de recrutement, s'il s'agit d'aller reconnaître les compétences différemment, s'il s'agit d'aller changer l'ingénierie pédagogique, on intervient avec les meilleures pratiques de la science et de la technologie. L'année prochaine, pour aller encore un cran plus loin, pour défricher les futurs usages RH, on vous prépare un rapport sur la blockchain dans la RH, qui sera un peu construit sur le même format que ce rapport-là. Et on prépare encore plein d'autres choses, mais ça, vous le découvrirez bien assez vite. Je vais maintenant laisser la place à nos experts pour la table ronde, et je vous remercie encore pour votre présence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour cet événement où on va parler du rapport donc, de benchmark des plateformes VR pour les usages RH. Benchmark co-construit, comme Jérémy vous l'a dit, avec nos partenaires représentés aujourd'hui par Guillaume André, Talent Developer Management chez Page Group, Stéphanie Fouache, Senior Partner chez Topix. Je vous présente Gaspard, notre CTO chez Tomorrow Theory. Et malheureusement, pour des contraintes organisationnelles, on n'a pas pu avoir ce matin Elodie Peretti de HultEF et Mathieu Sabourin de Gometa, mais on pense à eux très fort. Et vous rencontrez tout à l'heure Alexandre Stourb du Lab RH. Donc pour ceux qui veulent déjà voir ce rapport, ce benchmark, il est là en version draft, mais il sera disponible du coup bientôt en téléchargement. Sur le site de Tomorrow. On le mettra à peu près entre 11h et midi. Donc vous pourrez en prendre connaissance de ces 498 pages de contenu à lire le samedi matin entre 8h et 10h. C'est très agréable. Donc pour commencer cette table ronde, je vais demander du coup à nos intervenants de se présenter brièvement et de nous dire un peu quels sont leurs intérêts pour la VR dans les cas d'usage RH. Stéphanie, est-ce que tu voudrais commencer ? Oui, bonjour. Donc, je suis senior partner chez Topix, qui est un cabinet de conseil en transformation interne des entreprises. Donc, à ce titre, on s'intéresse à toutes les politiques RH, au dialogue social et l'activité, à l'accompagnement d'opérations financières et à la transformation de la fonction RH. Et donc, à ce titre, on s'intéresse beaucoup, je suis en charge de cette practice au Future of Work, et le métaverse et les espaces virtuels sont arrivés tout naturellement dans notre champ et dans les demandes de nos clients qu'on accompagne sur de la prospective. Est-ce que tu veux te présenter, Gaspard ? Je me présente, très bien. Donc, je suis Gaspard Tertrais, donc CTO de Tomorrow Theory. Je suis informaticien spécialisé dans la blockchain. Donc la blockchain et par extension de la réalité virtuelle, parce que qui dit blockchain dit métavers, et donc réalité virtuelle également. Et donc dans ce rapport, c'était très intéressant pour moi d'explorer toutes ces plateformes, tous ces... début de métavers ou pas trop métavers, ça dépend. Et donc, voilà, c'était très intéressant.
Bonjour, donc Guillaume André, j'appartiens donc à Pêche Group, donc cabinet de recrutement spécialisé leader. Mon rôle chez Pêche Group, c'est Talent Développement Manager. Donc ici, je représente toute la fibre recrutement, évidemment, et aussi une certaine approche sur la formation, puisque c'est aussi un des cœurs de mon métier. Et donc le benchmark que j'ai pu, moi, découvrir va beaucoup m'intéresser sur ces deux aspects-là. Donc première chose sur le recrutement, donc on va en parler évidemment, de savoir en quoi la VR peut être utile et en tout cas, soi-disant révolutionnaire sur le recrutement d'une part, et puis aussi avec tous les applicatifs forts de formation qu'on peut y trouver. Donc ça, c'est effectivement très intéressant d'en parler entre nous. Merci beaucoup. Je vais commencer avec ma première question. Ce sera pour Gaspard. Si tu veux bien nous dire quelle est la chose qui t'a le plus interpellé finalement en réalisant ce benchmark, puisque tu as participé au test des applications. Bien sûr. Ce qui m'a assez frappé, c'est déjà le nombre de plateformes qu'on a screenées, quoi. À peu près plus de 500. Quoi. Plus de 500. On en a retenu une trentaine pour les usages RH. Donc plus de 500 plateformes avec autant d'usages divers et variés. Pour les RH, ça peut passer de l'onboarding au recrutement. Aux réunions d'équipe, c'est très très large. Ce qui m'a également pas mal interpellé, c'est, je vous en parlais tout à l'heure et Jérémy vous en parlait, c'est depuis que Meta s'est construit, le branding de beaucoup de plateformes de réalité virtuelle en métavers, ce qui pour moi est un peu une hérésie, mais certaines plateformes innovent vraiment, intègrent vraiment la blockchain et apportent des choses qui dans quelques années seront vraiment très utiles pour le milieu des RH. Alors moi, ce qui m'a marqué, évidemment, on est obligé de redire le foisonnement et le dynamisme du marché parce que c'est incroyable le nombre de plateformes et je dois avouer qu'on avait commencé à en tester certaines, mais là, on est très content que vous les ayez toutes ou la plupart testées. Donc, un, c'est le foisonnement et le dynamisme. Deux, c'est le fait que ce marché n'est pas encore mûr pour le métaverse, même si tout le monde prétend et tend vers ce nouvel Eldorado et que le marché n'est pas consolidé vu le nombre d'acteurs. 3, que la question n'est pas de savoir si on y va ou si on n'y va pas, parce que finalement, on constate qu'il y a un certain nombre d'entreprises ou d'early adopters qui testent un certain nombre de choses, que ce soit... alors, dans la formation, ça fait quand même très longtemps que la réalité virtuelle est utilisée, mais maintenant, on commence à toucher justement au recrutement, la marque employeur, l'onboarding, le workplace, l'engagement. Donc, il y a un certain nombre de nouveaux usages RH qui commencent à s'emparer de ce domaine-là. Et le dernier point qui est frappant et qui vient vraiment étayer une conviction qu'on avait déjà chez Topix, c'est le fait qu'il est important de réfléchir à l'usage qu'on veut avoir, et c'est vraiment très intéressant de les avoir classés par usage, parce qu'en effet, une plateforme qui va être bonne pour la marque employeur ou pour l'onboarding ne sera pas forcément pour du workplace, et vice-versa. Donc c'est vraiment important finalement que les entreprises réfléchissent à ce qu'elles veulent faire et quels usages elles veulent développer dans ces espaces virtuels ou dans le métaverse. Et à ce titre, le benchmark sera vraiment très très précieux. Alors, difficile de dire quelque chose de plus intelligent que ça, pour le coup, après. Non, je suis très, très d'accord avec toi. Ce que moi, je retiens de ce benchmark-là, pour le moment, c'est effectivement... Alors, déjà, très surpris du nombre d'acteurs sur le marché. J'en avais pas du tout conscience et effectivement ça m'a fait découvrir ça avec tous les différents applicatifs qu'on peut y trouver. Ça c'est une très grosse surprise. Après concernant Pêche Group plutôt, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup plus d'interrogations sur le sujet du recrutement que sur des sujets qui ont déjà pris part en fait à ce genre de technologie. C'est vrai que la réalité augmentée dans certaines industries c'est quelque chose qui est déjà courant et très utilisé et très économe. Sur le recrutement, j'attends de voir en fait ce que ça peut apporter de plus sur une expérience candidat révolutionnée et puis aussi sur un rapport, une relation entre le recruteur, l'entreprise, le client et ce candidat. Donc aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup d'images un petit peu négatives qui tournent autour du recrutement, hein, c'est sûr, depuis des années. On essaie de beaucoup travailler sur ces sujets-là. Moi, je serais très très intéressé de savoir où est-ce que ça va aller et où est-ce que ça va nous emmener sur le recrutement. Parce qu'effectivement, si ça peut nous apporter une expérience candidat plus riche, clairement, si ça provoque, et c'est évoqué dans le benchmark également, mais si ça provoque davantage de frontières entre une certaine partie de la population et d'autres qui n'ont pas forcément accès à toutes les technologies, là effectivement ça pose un problème. Donc beaucoup de questions encore qui se posent, il y a beaucoup de réponses qui vont être apportées par la suite, j'imagine. Merci beaucoup.
C'est intéressant parce qu'on a évoqué ce qui vous a marqué le plus dans le benchmark et c'est vrai qu'aucun de vous n'a cité de nom de plateforme, éventuellement plateforme française qui finalement figure dans le top 20 pour notre plus grande agréable surprise. Parce que tu ne nous as pas posé la question. C'est vrai. Ouais. Ah bah, elle arrive, la question. Attention, préparez-vous. Mais d'abord, avant de vous poser la question détaillée sur les plateformes, je vais peut-être demander à Gaspard de nous réexpliquer en fait si toutes ces plateformes, donc pas l'ensemble des plateformes du coup qu'on a screenées, mais celles qu'on a évaluées, en tout cas, si toutes ces plateformes sont des métavers ou pas, et quelle est la différence entre les deux? Très bien, merci Stéphanie. Donc, comme je disais tout à l'heure, le métaverse n'est pas encore là. Jérémy disait 10 à 12 ans avant de voir émerger un vrai métavers avec des vraies utilités et qui soit prêt pour l'utilisation massive mondiale. Ce qui change, c'est que là, on a pour la plupart des plateformes de réalité virtuelle, donc plateformes de réalité virtuelle qui sont une brique dans ce qui peut être un métavers. Un métavers, la colonne vertébrale du métavers, c'est la blockchain. La blockchain qui permet d'avoir une espèce de grosse base de données mondiale et qui permet la persistance des données. C'est-à-dire que, comme une espèce de plateforme publique, si Facebook demain s'arrête, tout le monde perd son compte Facebook. Si demain le métaverse de Facebook s'arrête, tout le monde perd son compte Meta. Demain, avec un vrai métavers, si vous perdez, il n'y aura pas d'entreprise centralisée qui contrôlera le métavers. Ce sera les utilisateurs qui contrôleront ce métavers, qui serviront grâce à leur ordinateur, qui serviront de serveurs, de mini-serveurs un peu partout. Et donc, si un serveur s'en pète, et ben, les restes prennent le relais et le métaverse devient vraiment persistant. Donc là, on en est vraiment très très loin. On a quelques boîtes qui s'y mettent comme Sandbox, Decentraland, mais c'est encore des proof of concept en quelque sorte. Dans le rapport, dans le benchmark, je vous invite à réalire les 15 principes du métavers de Jérémy Lamry, qui a étudié vraiment précisément quels sont les 15 principes qui font un métavers. Donc ça parle de réalité virtuelle, de blockchain, mais aussi d'intelligence artificielle, de web spatial. Enfin, je vous laisserai découvrir tout ça. C'est vraiment, ça ouvre assez grand les yeux. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on va commencer par toi, Guillaume. Quelles sont les plateformes VR françaises qui répondent à cas d'usage RH aujourd'hui ? Si tu en as en tête, bien sûr, parce que c'était une petite question piège. Ouais, c'est une question piège carrément. Donc je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Alors en fait, elles ont déjà été citées, hein, Decentraland et Sandbox, c'est celles qui sont sorties un petit peu du lot et qui étaient, de mon point de vue, en tout cas, ce qui était expliqué dans le benchmark le plus avancé sur ce métaverse. Sur les applicatifs RH, alors sur le recrutement en tant que tel, il y a des choses qui ont été déjà tentées. Alors j'ai trouvé ça très sporadique finalement. Donc de là à dire est-ce qu'il y en a un qui est plus avancé que l'autre et qui est beaucoup plus performant que d'autres, je ne saurais pas juger réellement. Par contre, moi je veux juste revenir sur les 15 points dont tu parlais, que tu évoquais. Ça faisait un peu partie de l'introduction du benchmark, qui est extrêmement intéressante, parce qu'en fait c'est là où on voit effectivement, parce qu'il y a beaucoup de données et d'analyses mises en perspective, et on voit qu'en fait on est vachement loin, tu as raison, du vrai métaverse comme on en parle et comme on pourrait le fantasmer. Donc si aujourd'hui on devait partir sur plutôt des leaders, je pense, en tout cas très avancés, on est plutôt sur effectivement Sandbox qui me paraissait effectivement le plus pertinent. Merci. Alors sur Sandbox, tout le monde est d'accord, c'est l'espace virtuel qui est le plus avancé, le plus immersif, même si on ne l'utilise pas avec un casque, parce que ça c'est un grand débat qu'on a avec Jérémy, mais donc c'est quand même un univers dans lequel on s'immerge et dans lequel on a des sensations très différentes. Mais donc pour compléter ce panorama, il y a un acteur français avec lequel moi je travaille pas mal, qui est Work Adventure, qui a fait des tas d'expériences dans le domaine du recrutement, dans le domaine du workplace. Donc j'ai pu interroger moi des équipes qui bossaient toute la journée dans Work Adventure, une équipe de
DevOps notamment d'une grande société française, qui ont fait des after-work ou de la préqualification en termes de recrutement. Et à chaque fois, l'effet wow, et pourtant c'est de la 2D, l'effet wow est là, c'est extrêmement facile. On rentre sans aucune difficulté dedans, on envoie un lien à quelqu'un et l'onboarding est très très facile. Et donc, et c'est un acteur français. Merci beaucoup. On a beaucoup évoqué, effectivement, merci tous les deux, les acteurs globaux mondiaux. On a Decentraland, on a Sandbox, on en a plein d'autres. On a évoqué les possibilités aussi dans le benchmark, vous verrez, de Roblox, de Second Life. Pour les acteurs français, on a effectivement Workadventure, et dans le top 20 figure Wanda VR, également Team.io, qui sont deux beaux acteurs qui permettent d'avoir ce côté workplace, surtout pour Team.io. On en parlera plus tard de ce qu'on entend par ce côté workplace. Mais du coup, je ne sais pas si vous êtes des gamers, mais il y a une question qui circule beaucoup en ce moment, c'est... certains disent que la VR de 2022 est comparable à Second Life de 2006. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que vous avez un avis dessus? Gaspard, est-ce que tu as... Alors moi, je suis un peu gamer. Voilà. Je te passe la parole après. En fait, ma lacune sur ce sujet-là, c'est que contrairement à toi, j'ai assez peu testé ces plateformes-là. Par contre, de ce que j'en ai pu voir, alors il y a plusieurs choses. J'ai vu beaucoup de plateformes qui proposaient de la VR en 2D, pixel art, que j'adore. Après, effectivement, le côté immersif pour ce genre de plateforme-là, je m'interroge. Tu me dis qu'effectivement, ça peut faire un effet waouh. Je veux bien le croire. Moi, j'adore ce style-là. Par contre, effectivement, il y a un paradoxe dans la technologie, je trouve, dans le côté un peu gamer. C'est effectivement le paradoxe de l'avancée technologique avec effectivement des graphismes d'une PlayStation 1. Donc là, c'est le gamer qui parle. Effectivement, tu me suis peut-être pas là-dessus. Mais la question, je pense que les gens dans leur tête se disent Metaverse veut dire double vie. Second Life, c'est ça. Et on s'attend effectivement à avoir une immersion dans un monde qui ressemble. On fait juste le comparatif avec ce qui se passe sur les dernières consoles nouvelle génération qui sortent. On peut très bien avoir le sentiment d'être dans une vraie vie sur une PlayStation 5 alors que finalement Second Life a fait 20 ans de retard, quoi. Donc là on est vraiment que sur du graphisme et ça effectivement c'est juste un jugement très personnel. Voilà. Je suis un peu gamer aussi. Oui, alors c'est vrai que Second Life était quand même assez en avance sur son temps à l'époque. Au niveau, les graphismes sont de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'avancée technologique majeure, à part les casques de réalité virtuelle où on peut vraiment se déplacer dans l'univers depuis Second Life. Pour moi, l'avancée technologique majeure, ça va être la blockchain intégrée et la persistance des données dans un métavers public, comme je disais tout à l'heure. Là, je pense que vraiment... Là, on va voir vraiment une nouvelle phase de la réalité virtuelle. Oui. Merci. Stéphanie, tu nous as dit tout à l'heure que effectivement, le monde de la VR, en tout cas les métavers, n'étaient pas encore prêts, en tout cas pour répondre à tous les usages RH d'un coup, peut-être certains spécialisés. Est-ce que tu voudrais rentrer un peu plus dans le détail et nous dire ce qui manquerait pour qu'ils soient prêts à répondre à ces cas d'usage RH ? Alors là, en fait, c'est pas qu'il manque forcément, ça manque par rapport à la définition qu'on a posée du métaverse. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je constate avec mes clients, c'est c'est ce que je disais un petit peu en introduction, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tests. Alors sur la formation, je ne sais pas si on va en parler après dans le détail, mais je veux dire, c'est quand même relativement acquis que la VR apporte à la fois de la performance, apporte de la confiance dans ceux qui sont formés avec de la VR. Donc on a même des chiffres. Sur le recrutement, donc les exemples qu'on a, c'est en effet... Alors c'est jamais la totalité d'un process en fait, hein. C'est toujours une partie d'un process. Donc en recrutement, j'ai parlé avec beaucoup d'entreprises qui ont fait de la préqualification. Donc ils font du sourcing de candidats, ils font un premier contact dans ces espaces virtuels. C'est souvent des millenniums ou des profils digitaux, donc qui apprécient particulièrement cette innovation. Alors je ne sais pas combien de temps ça durera, mais pour le moment il y a un effet waouh parce que c'est inhabituel comme façon de parler aux candidats. Donc j'ai vu de la préqualification, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui travaillent sur de l'assessment de compétences. Donc c'est plutôt la première partie du process du recrutement qui se déroule dans des espaces virtuels. Sur le workplace, je ne sais pas après à quel point je développe. Tu peux y aller si tu veux. Oui. Donc sur le workplace, en fait on se rend compte que
malgré le fait qu'on n'ait pas de casque, et donc malgré le fait que ce ne soit pas aussi immersif que ce dont on a pu parler, le fait d'arriver à se retrouver dans une map et dans un même espace, pour des entreprises qui aujourd'hui sont dispersées, c'est-à-dire soit par rapport au travail hybride, donc je suis là, je suis en travail sur moi, soit je suis en full remote, ou soit j'habite ailleurs, en fait, la possibilité de créer un lieu, une unicité de lieu fait que les équipes peuvent se retrouver dans ce lieu-là. Et l'autre effet assez intéressant, y compris dans Work Adventure, donc, que j'ai beaucoup testé, c'est que c'est la spatialisation. C'est-à-dire que non seulement vous arrivez sur la map et vous voyez qui est présent, qui ne l'est pas, ce qui est quand même un gros problème aujourd'hui avec le travail hybride. Est-ce que quand je vais venir sur le site, il va y avoir mes collègues? Est-ce qu'ils sont là et comment est-ce que je les retrouve? Puisqu'il y a en plus beaucoup de flex office. Donc ça, vous le voyez d'un coup d'œil sur la map. Et en plus, vous avez la capacité de voir, comme dans la vraie vie, en définitive, s'ils sont libres ou pas libres. Ils sont verts, ils sont rouges. S'ils sont verts, moi, je m'approche de Gaspard dans la map de réalité virtuelle. Instantanément, la caméra s'ouvre, donc je suis dans un dialogue avec lui et je lui parle sans avoir pris rendez-vous, sans avoir eu besoin de faire un WhatsApp, t'es dispo, sans avoir programmé un Teams. Donc en fait, on arrive à recréer dans un espace virtuel, et c'est assez contre-intuitif, parce qu'on a toujours l'impression que l'écran va mettre de la distance, on arrive à recréer de l'informel, de la spontanéité, de la convivialité, et donc ça vient pallier à certains problèmes qui sont liés au travail hybride. Donc voilà, workplace, recrutement, pas mal de sujets, et donc aussi pas mal d'engagement. Je discutais avec une équipe de DevOps donc, qui sont en full-time. Les personnes qui étaient en full remote se sont senties beaucoup plus inclus dans l'entreprise, enfin dans l'équipe, parce qu'en fait, ils sont en permanence connectés avec les autres. Merci. Je vais faire une petite parenthèse ici. Pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas ce que c'est Work Adventure, c'est une plateforme de réalité virtuelle en fait, accessible via navigateur web. La représentation graphique est plutôt pour les gamers du Zelda. Voilà. On est sur une map, donc en fait on voit bien les couloirs, les bureaux, on peut faire des zooms, y aller, on voit les petits bonhommes se déplacer et tout. Donc on peut effectivement avoir une vision très macro de combien de personnes sont présentes ici, ou alors zoomer et vous déplacer au clavier. Et du coup, ça me fait penser, je ne sais pas si tu l'as testé, exactement le même concept, entre guillemets. Donc, on a Work Adventure qui est plutôt type voxel, donc personnage pixelisé. Et on a Timiu qui est accessible aussi via web. Du coup, déplacement au clavier. Et là, en fait, la différence, c'est le réalisme. Chez Timiu, ils ont des avatars très réalistes et en fait... ils ont du coup réussi à mettre en place ce lien d'appartenance. Donc on a exactement la même chose, le bureau représenté de façon réelle. On voit exactement, si vous voulez représenter par exemple les bureaux de recrutement de Page, c'est exactement la même chose avec les mêmes tableaux aux mêmes endroits. C'est très bluffant. Et donc en fait, je peux voir Gaspard tel qu'il est dans la vraie vie, avec le même pull noir et le jean, et m'approcher de lui et avoir cette conversation privée en fait dans une zone justement audio privée. Ça serait quoi pour toi en fait l'élément différenciant, ce qui te ferait aller vers une plateforme plutôt qu'une autre, avec tu vois, ce côté, d'un côté voxel, plutôt un peu gaming, et l'autre côté très réaliste. Du coup, je suis dans ce bureau virtuel, mais je vois mes collègues tels qu'ils sont dans la vraie vie. Ça serait ton avis personnel sur les deux, c'est quoi ? J'ai pas vraiment d'avis, parce que dans un cas, en fait, tu vois Gaspard en vidéo, donc tu le vois quand même de la façon réelle, et de l'autre côté, tu le vois en réel, mais sous la forme d'un avatar réaliste. Et en fait, je ne pense pas que c'est un impact véritable, en tout cas aujourd'hui, dans le choix des plateformes. Je voudrais juste compléter ce que tu as dit. En effet, Work Adventure ou les autres, il y a des éléments basiques, mais tout l'intérêt aussi des espaces virtuels aujourd'hui, et ça je l'ai vu dans des équipes qui ont commencé à utiliser les espaces virtuels pendant le confinement. Pendant le confinement, en fait, les équipes qui ont utilisé des espaces virtuels ont reproduit la réalité. C'est-à-dire qu'ils ont reproduit les bureaux qui existaient pour que leurs équipes, qui étaient vraiment en manque de repères, parce que c'était quand même assez violent quand on est passé tous chez nous pendant le confinement, donc ils ont recréé les bureaux et les gens s'asseyaient à leur place, reprenaient les repères de la vie physique. Ces équipes qui ont commencé à travailler dans les espaces virtuels il y a 2 ans maintenant, en fait, ont évolué. Et donc aujourd'hui, ils s'approprient, je trouve que c'est un des aspects intéressants des espaces virtuels, c'est qu'on peut aussi mettre
mettre les valeurs de l'entreprise, mais aussi mettre l'esprit de l'équipe, c'est-à-dire donner la main aux équipes. Alors quand c'est des devs, ils le font eux-mêmes, mais on peut aussi personnaliser des espaces. J'ai vu un distributeur de vêtements de sport qui avait des tests dans des espaces virtuels. L'équipe cyclisme avait mis des vélos, etc. Et l'équipe camping avait mis des yourtes dans leurs espaces. Donc c'est aussi une façon de personnaliser et que les collaborateurs s'approprient leur univers de travail et justement s'émancipent de la réalité. Donc il y a vraiment une évolution, je trouve. C'est le jumelage de la réalité dans un premier temps quand les gens ne connaissent pas encore le travail dans les espaces virtuels. Et en fait, on se rend compte que quand ils évoluent, donc j'ai vu des îles, des châteaux, enfin les équipes en fait s'évadent et ont envie d'autre chose que la reproduction du réel. C'est vrai que dans le virtuel, on peut effectivement reproduire à l'identique ou être beaucoup plus inventif et faire des bureaux en fait au dernier étage avec sol transparent, vue sur la ville, vidéo 360, exactement tout ce qui vous plaît très concrètement. Le rooftop de Spatial ou le rooftop de Newen Studio au-dessus de Cannes. Guillaume, du coup, si on parle un peu plus recrutement, tu as dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de questions en suspens. Il est vrai que certaines entreprises, on peut citer Carrefour qui a fait initier des recrutements dans le métavers, mais également Newen Studio, mais TF1 par exemple. On ne va pas reproduire à l'identique ce qui se passe aujourd'hui dans les recrutements, je suppose, dans le métavers. Quelles sont aujourd'hui les attentes en fait, de recrutement dans la VR ou en tout cas les manquements quelle vision tu peux avoir dessus? Alors, ma vision, elle est, elle est assez personnelle finalement, puisque le recrutement, j'y travaille, mais en tant que talent développement manager. Donc, je pourrais difficilement parler à la place des consultants et des personnes qui sont les mains dedans tous les jours. Par contre, il y a une recherche fondamentale chez nous qui est donc comment casser un peu les codes sur l'expérience client et l'expérience candidat qu'on veut offrir dans le process de recrutement. Donc, effectivement, l'après-cal, c'est une chose. Moi, j'aimerais qu'on aille plus loin demain sur ça. Et les questions qu'on peut se poser, je pense, à juste titre, c'est de se dire, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit les professionnels du recrutement comme les candidats ou même comme les clients, est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller sur ces technologies? Ça, c'est évident, c'est la première question qui se pose. Tu as raison, tout à l'heure tu parlais des devs et des millennials qui sont très en appétence sur le sujet, sur l'effet wow. La première question que tu as posée, c'était jusqu'à quand? D'accord. On ne recrute pas que ça, heureusement. Et donc toute la question que je me pose, c'est est-ce que moi, les consultants, le nombre de consultants avec qui je travaille et que j'adore et qui essayent tous les jours de créer cette expérience candidat ou cette expérience client, avec les difficultés que ça représente aujourd'hui finalement, puisque depuis le Covid, on est passé sur de la virtualisation. Aujourd'hui, ça maîtrise plutôt bien les entretiens, les rencontres et les interactions par le virtuel. Ça ne convient pas à tout le monde, c'est sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, la tendance qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on doit, et moi c'est mon rôle aussi au talent, c'est de réenclencher une démarche, non pas d'approfondissement dans le virtuel, mais de redécouverte de la rencontre physique. Donc j'attends de voir le répondant sur une globalité. Aujourd'hui, je suis convaincu que ça peut marcher sur des divisions IT. Clairement, ça peut être un effet wow, ça peut être un effet décisif et concurrentiel, clairement, je pense. Sur d'autres divisions, sur d'autres secteurs, sur d'autres populations, je ne suis pas assez capé pour répondre à ça. Et je pense que personne. Tant qu'on n'a pas testé, en fait, on ne peut pas savoir. Mais je pense que le but du jeu pour nous là-dedans, c'est d'apporter quelque chose de différent. Donc, sur la différenciation, finalement, ça va se passer surtout sur, et ça c'est un sujet très central chez nous, c'est comment on arrive à briser les frontières, à briser les tabous, les biais aussi dans le recrutement, parce que c'est aussi un sujet central dans le recrutement, et potentiellement les métavers et la réalité virtuelle peut potentiellement, encore une fois, briser ce truc-là. Après, moi, la question que je me suis posée en lisant le benchmark, c'est, OK, si ça brise certains biais qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans le physique, est-ce que ça ne va pas en créer davantage? D'autres, de nouveaux, qu'on n'a pas encore rencontrés. Donc ça, effectivement, c'est encore des questions. J'ai que des questions, vous avez vu, pas beaucoup de réponses. Voilà.
Merci beaucoup Guillaume. Effectivement, j'allais t'interrompre tout à l'heure pour parler des biais parce qu'on a quelques témoignages de personnes qui ont réalisé du coup des recrutements dans la réalité virtuelle en disant que c'est intéressant de voir que les candidats, certains reproduisent à l'identique, comme tu disais Stéphanie, l'avatar. Donc exactement la même personne, la même corpulence, la même coupe de cheveux et jusqu'à la même couleur de vêtements en fait, alors que d'autres prennent un avatar complètement au hasard ou alors sont complètement décalés par rapport à la réalité. Donc il y a déjà ce premier aspect, ce premier lien en fait entre la personne elle-même et son jumeau numérique, si on peut dire. Et après, il y a le rapport entre le recruteur et le recruté. Dans le monde finalement de la réalité virtuelle, il est peu probable qu'on se réasseye autour d'une table pour discuter et poser des questions standards. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se promener, on va avoir des discussions informelles et donc finalement, le témoignage qu'on a eu, c'est que le rapport de force va s'inverser. C'est le recruté qui va poser des questions finalement au recruteur et qui va se libérer avec cette distance, si on veut, de l'application virtuelle, qui va se sentir beaucoup plus libre, beaucoup moins timide et donc va casser des barrières. Donc on a la timidité, le stress des personnes, peut-être jeunes populations sur le parcours de recrutement. On a aussi ce biais, ces biais au recrutement, que ce soit tous les biais cognitifs qu'on ne va pas prendre le temps de citer ce matin, donc par rapport à l'apparence, à l'origine et tout un tas de choses qui finalement dans le métavers n'ont presque plus lieu d'être. Donc effectivement, si ça permet de résoudre ça, en tout cas aux premiers entretiens, c'est quelque chose on pourra dire, relativement bénéfique. Après, oui, ça pose des questions sur la suite de qu'est-ce qu'on va créer finalement dans ce monde qui nous est encore un peu inconnu. Parce qu'en l'occurrence, effectivement, il y a un point aussi que j'ai remarqué dans le benchmark qui était extrêmement intéressant, c'était cette possibilité d'acheter des emplacements dans le métavers. Finalement, je trouve que la direction dans cette partie du benchmark que je pouvais lire, la direction que ça prenait, c'était finalement, est-ce qu'on va quand même créer des inégalités dans un métavers qui est à la base quand même créé pour tout le monde. Donc oui, pour casser les biais et tout ça, même si on forme évidemment nos consultants à traiter ces sujets-là et à lutter contre toutes les discriminations. Ça, c'est un point central chez nous. Je pense qu'en fait, c'est des sujets qui vont quand même apparaître dans le métaverse demain, parce qu'en fait, c'est un peu la direction que j'ai l'impression que ça prend. Ça, c'est sûr. C'est exact. Merci beaucoup. Donc on a beaucoup parlé de l'état des lieux, on a même cité quelques plateformes. Si on parle du futur, Gaspard, est-ce que tu peux nous dire comment tu penses que va évoluer le marché de la VR ? Oui. Alors le marché de la VR donc va évoluer étroitement lié au métavers, on dirait. Le métavers, on s'attend à ce que ça prenne 40% de capitalisation par an jusqu'en 2030, où on aura à peu près $1 trillion, 1000 milliards de dollars dans le métavers. Enfin, différents métavers. Il n'y aura pas un métavers, il y en aura plusieurs qui seront interconnectés. Mais je pense qu'à court terme, ce sera plus la réalité augmentée, on n'en a pas trop parlé, qui va prendre le pas pour l'adoption. Donc réalité virtuelle, vous êtes dans un monde virtuel, aucun lien avec la réalité. Réalité augmentée, vous êtes dans la réalité, vous avez par exemple des lunettes connectées, et vous avez du virtuel qui entre dans cette réalité. Donc il faut imaginer par exemple un processus de recrutement, vous avez le candidat qui apparaît sur le siège devant vous, comme dans Star Wars un peu, vous savez, avec les espèces de fantômes, et qui vous parle comme ça, vous le voyez en entier, il vous voit en entier avec son avatar ou non, et donc c'est beaucoup moins intrusif, et avec des utilités qui sont potentiellement plus intéressantes que la réalité virtuelle maintenant. Dans la réalité augmentée, comme la réalité virtuelle, il y a énormément d'entreprises qui investissent. On a parlé de Meta tout à l'heure. Meta qui a fait un partenariat là, avec Ray-Ban pour sortir qui ont sorti leurs premières lunettes connectées. Donc, ce n'est pas des lunettes de réalité augmentée, c'est des lunettes avec des caméras. Vous pouvez poster des stories, donc c'est pas très avancé encore. Mais ils vont bientôt sortir des lunettes connectées en réalité augmentée. Apple travaille aussi sur son casque de réalité virtuelle et des lunettes de réalité augmentée qui vont probablement être présentées l'année prochaine ou l'année d'après. Donc ça va encore accélérer l'adoption dans ce secteur.
Et donc voilà, oui, donc pour moi, réalité augmentée, ça va vraiment être le premier pas des gens qui sont non initiés dans ce domaine. Très bien. On va passer quand même à une question que beaucoup de personnes, beaucoup de clients posent directement ou indirectement. On parle des plateformes. Donc, comme mentionné dans le chat, en fait, elles ne sont pas toutes utilisables de la même façon. Il y a des plateformes via navigateur web, il y a des plateformes qu'on utilise via casque, ce que nous, on appelle les plateformes immersives. On a aussi les plateformes qui sont en client lourd, que vous téléchargez sur votre ordinateur. C'est le cas de Fortnite. Sandbox aussi. Voilà. Et en fait, ça nécessite effectivement une certaine capacité des ordinateurs de l'entreprise, donc pas forcément utilisable par tout le monde. Et ça pose aussi la question de l'écologie, de l'empreinte finalement laissée par ces applications, ces plateformes qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on en pense, Stéphanie ? Alors en fait, aujourd'hui, il y a des chiffres qui circulent, c'est toujours très difficile à vérifier. 4 à 5% des émissions de gaz à effet de serre seraient dues au numérique, ce qui est déjà énorme. Et donc, on se dit que demain, si le métaverse devait se vulgariser et se populariser, il y a un autre chiffre qui circule, j'ai aucune idée de la valeur de ces chiffres, mais ça donne des ordres de grandeur. Il faudrait 1000 fois plus, finalement, d'énergie, de data center et donc d'extraction de métaux. Donc, c'est sûr que le sujet de la pollution et du développement durable est un sujet important. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui nous interrogent là-dessus. Est-ce qu'on y va ? Et est-ce que par rapport à la politique RSE et la politique de développement durable de notre entreprise, est-ce que c'est pertinent ou est-ce qu'au contraire, je vais me faire alpaguer ? Donc vous avez les détracteurs du métaverse qui disent qu'à la fois en termes de puissance de calcul et d'équipement, que ce soit des devices ou des casques, évidemment c'est extrêmement polluant. Les autres qui disent que ça va permettre de faire des séminaires de 1000, 2000 personnes sans qu'ils se déplacent, sans qu'ils polluent, et donc c'est moins polluant. Aujourd'hui, mais ça n'engage absolument que moi, je n'ai pas l'impression que ça s'équilibre bien. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus polluant que économie de pollution. Par contre, on peut voir que tous les acteurs du metaverse, de la réalité virtuelle ou du Web3 sont en train de s'occuper de ce sujet-là parce que je pense qu'ils sont conscients que sinon ils se mettent une balle dans le pied. Et donc quand on voit Ethereum qui est passé de la Proof of Work à la Proof of Stake et qui annonce, encore une fois, je ne suis pas garante des chiffres, 99% d'économie d'énergie, ça veut dire quand même que les acteurs de ce marché-là sont conscients de cet enjeu-là et travaillent pour être moins polluants. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on peut dire. C'est en effet une préoccupation chez les clients. C'est, de mon point de vue, sûrement polluant aujourd'hui. Charge aux acteurs finalement de travailler ce point-là. Juste sur le futur, moi je crois aussi beaucoup à l'importance des NFT et de la blockchain, en tout cas dans les RH, ça va être un bon moyen de tracer des contrats, des compétences, y compris de donner des NFT d'utilities pour l'engagement des collaborateurs. Donc je crois aussi beaucoup à ça. Merci beaucoup à tous les trois. On a quelques questions dans le chat. On a une question de Sophie, donc je vais la prendre parce qu'on parle de Work Adventure, mais peut-on reconstituer l'architecture de chaque entreprise, bureau, couloir ? Oui, vous pouvez refaire le plan exactement de votre entreprise avec les tailles différentes des salles. On a évoqué la question de Carlos sur les capacités des ordinateurs. J'ai Juliette qui me dit on parle beaucoup de recrutement pré-qualif, mais quelle utilisation pour la formation, notamment formation aux soft skills ? Alors, dans le benchmark, en fait, est abordé l'angle de la formation plutôt en termes général, à savoir est-ce que je peux connecter ma plateforme de formation qui existe déjà dans mon entreprise pour y donner accès à mes utilisateurs dans l'AVR, ou est-ce que je peux former finalement mes collaborateurs ? Que ce soit en one-one, que ce soit en amphi, ça passe aussi notamment par de l'onboarding. On l'a abordé sous un angle très large parce que c'est quand même un marché où il y a énormément d'acteurs de formation. Ce sont des plateformes qu'on a considérées comme spécialisées, donc on n'a pas évalué en détail. Donc il existe des plateformes, on en a cité quelques-unes, des plateformes de formation spécialisées, que ce soit pour les soft skills, il y a de mémoire 5D Discovery, qui est une plateforme française, ou alors sur
des formations plus spécifiques comme la sécurité incendie, on a d'un seul geste. On n'est pas rentré dans ce détail parce que ça nous prendrait énormément de temps et il faudrait qu'on aille finalement évaluer chaque plateforme et évaluer une plateforme qui est spécifique sur l'incendie, une plateforme qui est spécifique sur les soft skills, une plateforme qui est spécifique sur l'anglais. Ça nécessite tout un autre angle qui n'était pas l'angle du rapport, d'être vraiment sur des cas d'usage génériques, j'ai envie de dire RH, à savoir l'onboarding, la formation dans sa globalité, mais aussi le recrutement, le workplace, donc 8 cas d'usage RH qui sont détaillés dans le rapport. Mais effectivement, ces plateformes existent, qu'elles soient françaises ou pas, et il y a de nombreuses solutions sur le marché. Du coup, on a aussi, je crois, attendez, quid de la sécurité des données produites, piratage, cybersécurité, Gaspard. Je pense que je te la laisse, cette question, parce qu'effectivement, on va avoir une question de sécurité. Donc, alors, juste sur les plateformes qui font partie du top 20 et qui ont accepté de répondre à nos questions, on a cette réponse sur la sécurité, ce qu'elles font, si elles proposent par exemple des serveurs en France ou en Europe, ou alors si des connexions sécurisées. Donc quand ils ont accepté de répondre à nos questions, on a ces réponses sur les plateformes qui font partie du top 20. Quand on n'a pas les réponses, par exemple pour Decentraland ou Sandbox qui n'ont pas répondu à nos questions, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur la sécurité des données par exemple dans des métavers ? Alors, sur la sécurité dans les métavers, si on prend, tu parlais de Decentraland, Decentraland, c'est complètement open source. C'est géré par la blockchain, donc tout est public. La blockchain, c'est quelque chose qui est très difficilement attaquable, c'est quasiment même impossible. On estime que pour hacker, par exemple, la blockchain Bitcoin, il faudrait un ordinateur quantique qui sera développé dans 20 ans, si on a beaucoup de chance. Si c'est sur la blockchain et que si la blockchain est bien faite, vous n'avez pas grand risque de cyberattaque. Les seuls risques que vous avez, c'est de se faire voler les données personnelles par un hacking humain en quelque sorte, c'est-à-dire que votre portefeuille de crypto-monnaie, quelqu'un arrive à vous soutirer vos mots de passe et là peut accéder à vos fonds. Mais vous êtes vraiment propriétaire de vos fonds et sur Internet, vos fonds sont protégés par la blockchain, votre identité personnelle est protégée par la blockchain. Donc ça, c'est pour les métavers. Et ensuite, pour des plateformes VR plus classiques, là, on reste sur le même modèle qu'un Teams, qu'un Slack, que des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est pas public, mais l'entreprise vous assure que leurs données sont encryptées, leurs emails sont encryptés, tout ce que vous mettez dessus sont encryptés. Et donc, il faut leur faire confiance, quoi. Donc voilà. La confiance. Il n'y a pas trop le choix pour le moment avant la blockchain, c'est ça, il faut faire confiance aux entreprises pour les données personnelles. Ou alors il faut contrôler la confiance, n'excluant pas le contrôle. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation ce matin à la table ronde. Il est presque l'heure de passer à la conclusion. Juste 2 mots encore sur ce rapport, sur ce benchmark qui sera donc disponible en téléchargement en fin de matinée. Vous y trouvez donc le top 20 des applications donc évaluées selon beaucoup de critères qui vous sont détaillés à l'intérieur. On a aussi le top 5 sur le recrutement, le top 5 des plateformes sur la formation, le top 5 sur le workplace. On vous explique un peu les cas d'usage et pourquoi en fait ces applications sont dans le top 5. On a 3 tribunes hyper intéressantes sur le métavers ou la VR, sur l'écologie et les 5 points à prendre en compte si vous voulez vous lancer. Également un témoignage d'une société qui a effectué du recrutement dans le métavers et ses conclusions. Et beaucoup d'autres choses intéressantes que je ne vous dirai pas, que je vous laisserai découvrir. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va inviter Alexandre Stourbe, directeur général du LabRH, pour la conclusion. Et avant, je voudrais encore remercier nos partenaires pour ce benchmark, PageGroup, Topics et Alt-EF et pas LabRH, le LabRH et Cometa qui n'est pas présent aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants pour la qualité de ces échanges. Alors, il est difficile pour moi de faire une conclusion. Je vais essayer de faire cette synthèse de tout ce qu'on a pu entendre. Pour moi, en fait, en conclusion, le marché est très porteur, mais pas mature. On voit qu'il y a un véritable dynamisme de cette industrie
avec plus de 500 plateformes qui existent aujourd'hui dans la réalité virtuelle, et avec des acteurs qui sont passionnés depuis de nombreuses années, depuis plus de 15 ans. Maintenant, c'est un marché qui se cherche encore. On n'est pas sur une maturité technologique aboutie. Les modèles économiques ne sont pas encore stables. Et on entrevoit que dans les prochaines années, il y aura un foisonnement, puis une intensification, et enfin une rationalisation, une concentration en fait, de ce marché. En fait, en conclusion, le marché n'est pas mature. Il ne ressort pas de grands gagnants sur le sujet de la réalité virtuelle. Après, ce qui a été évoqué, c'est au-delà de la technologie, ces technologies nous permettent de remettre en cause nos modèles mentaux sur l'apprentissage, sur la productivité et même sur les relations humaines. Et donc, plus que la technologie, en fait, ça va être notre mode de façon de penser qui va évoluer dans les prochaines années. Simplement, il va nous falloir du temps pour intégrer cette nouvelle façon de penser et d'interagir. Et puis, ça a été, pareil, cité pendant cette intervention, plus que le développement de nouvelles technologies, de ces nouvelles technologies, il faudra derrière développer une économie vertueuse en lien avec les grands enjeux sociaux et environnementaux. Il faut amener le marché vers plus de conscience. On parlait d'hypercentralisation par des gros mastodontes mondiaux. Donc plus de conscience, de transparence et de responsabilité. Parce qu'au final, quand on regarde aujourd'hui ces plateformes, on a assez peu d'infos sur les impacts environnementaux de chaque plateforme. Alors après, pareil, finalement, est-ce qu'on vaut mieux parier sur la réalité virtuelle ou sur la réalité augmentée? A priori, de ce qui a été dit, la réalité augmentée aura très certainement dans les prochaines années plus de place dans le monde professionnel, je précise. Et puis, on l'a vu, finalement, on mélange souvent réalité virtuelle et métavers. Le métavers n'arrivera que dans 10-12 ans. Et donc, Jérémy, au début, nous a fait un gros teasing. Je pense qu'on attend tous le futur benchmark sur la blockchain, en fait, qui viendra compléter ce benchmark sur la réalité virtuelle. Et quand on combinera les deux, blockchain et réalité virtuelle, eh bien, on aura un step d'avance sur le métavers. Donc, j'espère que cet événement vous a plu. Merci à Tomorrow Theory de l'avoir organisé et merci aux intervenants et à tous les partenaires. Je vous souhaite une excellente journée.